Méphiston Red! Méphiston Red! Warpstone Glow! Bonjour la communauté. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, j'ai pas mes acolytes habituels. Kevin est toujours en congé de paternité. On dit bonjour à la petite Gwen qui est née. Et Philippe fait un petit voyage international pour voir des matchs de luchadores. Donc j'espère qu'il apprécie le voyage. Mais ne désespérez pas, je ne suis pas seul. J'ai avec moi Pierre-Yves. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour David, comment ça va? Ça va bien toi? Impeccable. Donc aujourd'hui, Très bien. j'ai demandé à Pierre de venir nous parler. Il y a plein de choses intéressantes à nous parler. Juste un petit mot avant. On remercie l'Abyss, notre commanditaire qui nous supporte dans la production de ce balado. Merci l'Abyss. N'hésitez pas à aller les voir dans leur magasin et pub ludique. Donc aujourd'hui, on a Pierre-Yves avec nous. Puis je l'ai amené parce qu'il y a plein de sujets intéressants à nous parler. Il est, selon John, le représentant Too Fat Lardies à Montréal. On y reviendra. On y reviendra. Mais avant tout, on commence toujours par ce sur quoi nos invités travaillent. Alors, Pierre-Yves, sur quoi tu travailles en ce moment? Alors en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui se passe sur mon bureau. J'ai du Saga Age of Chivalry en Ouh! primé, on va dire, depuis un mois. Pas beaucoup de progrès, mais j'ai quand même réussi à peindre un arbalétrier. Ah ouais! Une série. Je vois une croix rouge, donc c'est des Anglais? Euh, non, en Ah, fait, je pense pas que tu as bien vu, il y a pas de ah, rouge encore et c'est ok. des couleurs assez neutres, pour l'instant, j'ai pas décidé vraiment Ah, ok. qui ils vont être. Puis sinon, je travaille en ce moment, j'essaye de, créer un outil pour le club pour organiser les événements. Heu, Oh! dans la vie, je fais du développement informatique et c'est ça, j'aime bien faire des choses comme ça pour nous aider parce que je pense que là, ça commence à être un peu compliqué aussi d'organiser, donc ça va être plus facile pour les gens de s'inscrire aux jeux qu'ils veulent jouer et pour les organisateurs de créer tous les jeux, les slots de temps, et cetera. Donc C'est bon signe. Si ça grossit, ça, on a devrait besoin de plus d'outils. ça devrait être opérationnel pour le prochain événement le 7 juin. Euh, Oh! donc Ah, voilà. restez alerte pour Ouais, je l'inscription au travaille. 7 juin. Voilà. Excellent. Donc voilà, c'est pas mal fait en ce moment. Ouais. Merci. L'autre chose qu'on aime bien faire quand un invité vient pour la première fois, c'est demander leur parcours, leur historique de joueurs, de modélistes, peintres, pour voir un peu la diversité dans tous ces les façons dont les gens ont Ouais. commencé. Donc, comment tu as commencé, Pierre-Yves? Comment j'ai commencé? Je te dirais que les premières figurines que j'ai dû toucher, heu, en fait, peut-être j'ai eu une bref expérience avec de Donjons& et Dragons, sûrement que c'était, je me Oui. rappelle plus quelle édition c'était, mais je devais avoir 10 ans peut-être, et c'est là que j'ai quand même probablement vu pour la première fois des figurines, en métal. J'ai toujours, aimé ça là, j'ai toujours, aimé le modélisme. Je me rappelle que ma mère avait des livres à la maison, où il y avait des choses, de modélisme, genre Oh, des trains, des trucs comme ça. Puis j'ai toujours, été, intrigué et je te dirais ce qui a commencé, le wargaming pour moi, c'est, toutes les jeux de Milton Bradley là, donc HeroQuest qui est connu, très connu, le classique. mais il y avait une version plus Warhammer 40K à l'époque qui s'appelait Space Crusade. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce jeu-là. J'ai justement vu le vieux commercial passer sur Facebook aujourd'hui. Ouais. C'est assez épique. Et avec mon cousin, on avait tous les deux notre boîte de Space Crusade Oh! et on se faisait des parties de Space Crusade mémorables avec des figurines en plastique peintes avec je ne sais quelle peinture. C'était une peinture ultra épaisse, je me rappelle. Les
Viren était ruiné. Mais bon, on avait toujours du fun. Puis après ça, j'ai continué un petit peu de Warhammer. Je sais plus quelle édition c'était, mais c'était les hauts elfes contre les gobelins. Ah, Euh, ouais. Quatrième? Quelque chose comme ça? Peut-être. Quelque chose comme ça. C'était en 92 ou 91, je me rappelle plus trop l'année. Avant les Bretonniens puis les hommes Oh, je ne lézards? sais plus. Je ne sais plus. Honnêtement. Ensuite, j'ai touché un peu à Space Marine aussi en 6 mm. Ah oui. Mais encore là, touché, j'ai acheté la boîte, j'ai jamais joué au jeu, là, on va se le dire. J'ai trouvé ça cool comme format. Euh, euh, Toujours été intrigué aussi par Blood Bowl. Oui. J'adorais le concept. J'y avais jamais joué, mais je me rappelle qu'on avait quelques figurines. J'ai d'ailleurs mon cousin en achetait aussi pas mal, donc j'ai encore ces Skaven deuxième édition Blood Bowl qui sont, d'après beaucoup de gens, sont probablement la meilleure, la plus belle équipe jamais Ah oui. sculptée. Les poses sont vraiment exceptionnelles. Donc, je les garde. Faut que je les peigne, là. J'ai toujours pas décidé exactement quoi faire avec. Puis, donc après, ben, ça s'est pas mal arrêté là, je te dirais, jusqu'à l'université. L'université, ça a été un peu plus jeu de rôle, jeu de cartes, Magic the Gathering. Si j'avais su à l'époque que ça allait valoir autant Oui, hein? d'argent, hein, ça aurait été intéressant. Et puis, bah, après, c'est ça, j'ai un petit peu tout lâché. Moi, je suis français d'origine, je viens de Bretagne, mais j'ai été travailler en Irlande pendant 3 ans où j'ai absolument pas touché à rien. Puis, OK. quand je suis arrivé ici en 2002, j'ai commencé à me réintéresser au hobby euh, sans vraiment connaître vraiment grand monde dans le coin. Mais je suis retourné dans Blood Bowl, puis là, j'ai commencé à collectionner plus de Blood Bowl. Donc, j'ai pas mal j'ai une bonne collection. Et puis j'ai fait quelques contacts à travers le hobby. J'ai un bon ami à moi qui s'appelle Dan Chaput, qui OK. organisait des tournois de Blood Bowl dans le coin à l'époque. Je l'ai rencontré à travers ça. Et puis ensuite, j'ai un petit peu lâché, encore une fois. Et puis, je pense que c'était en 2018, je me suis remis dedans. Ah oui, Puis c'est là, relativement récent, là, ton retour. ouais, ouais. Donc, j'ai eu une obsession pour tout ce qui était Old West. Je sais pas pourquoi. Je suis tombé sur, je pense que c'était un jeu qui s'appelait A Fistful of Lead ou quelque chose comme ça. Ouais. Puis, j'ai commencé à avoir un trip Old West. J'ai commencé à collectionner les figurines, faire des décors, etc., etc. Et éventuellement, je suis tombé sur Bolt Action. Oui. Euh, et là, j'ai commencé à m'intéresser à la Deuxième Guerre mondiale. Et finalement, de fil en aiguille, je suis tombé sur Too Fat Lardies. Et là, je suis tombé sur Chain of Command. J'ai commencé à m'intéresser au jeu, puis j'ai essayé de trouver des gens qui jouaient. Mais c'est compliqué. C'est pas des règles qui sont très, très populaires, forcément. Mhm. Et je suis tombé par hasard sur John qui avait posté sur des forums et qui jouait à Chain of Command. À partir de là, bon, on a commencé à se voir, on a exploré des dizaines de rule sets. Donc, que ce soit c'est ça, Deuxième Guerre mondiale, combat aérien, bataille navale, plus des choses plus à Rome impériale, etc., etc. Donc, Fait que dans le fond, on a fait. pour reprendre l'expression anglaise, John, ça a été ton enabler dans la drogue Ouais, c'est ça. du Wargame. Euh, il m'a pas mal appris, tu sais, Churchill of Command, tout ça. Puis après, ben, on s'est intéressé à plein d'autres choses. Donc, je pense que c'est ça.
On a joué un peu à Black Seas aussi, de Warlord. On a joué à Kiss Me Hardy, qui est un peu l'équivalent de Black Seas chez Too Fat Lardies. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je ne me rappelle plus. On a fait beaucoup de campagnes de Chain of Command, évidemment. Au Group, brièvement, Ouais. qui est un bataillon. Ouais, c'est ça. Au niveau du bataillon, là, Deuxième Guerre mondiale. Fait que si je comprends Donc, c'est bien, ça. si je comprends bien l'historique, tu commences en 2018, puis ce qui est quand même pas commun, tu commences avec le Far West. Ouais. Puis après ça, à peu près 7 ans, tu as exploré tous ces jeux-là avec John. Ouais. C'est quand même Je te dirais que c'est allé énorme. assez vite. 2018, j'ai dû commencer à jouer à Bolt Action aussi, et Change Command a dû arriver pas longtemps après. Donc, et puis, j'étais pas mal sur les réseaux sociaux à l'époque aussi, sur Twitter, où il y a une grosse communauté de lardies. Donc, c'est ça, tu poses tu sais, tu mets des photos de figurines peintes, etc. Tu poses des photos de game, etc. Puis c'est du monde qui est vraiment sympathique. Beaucoup de British, évidemment, Mhm. dans ces coins-là. Mais, Et tu donc vois, voilà, et puis, je me ouais, demande, vas-y. ça m'impressionne quand même le nombre de rule sets que vous avez passé dans ce temps-là. Est-ce que tu penses que ça prend une certaine facilité à comprendre les systèmes, à comprendre les règles pour être capable de sauter d'un jeu à l'autre comme ça, ou ça se fait organiquement, facilement? Hein? Non, je pense que, tu sais, tu vas toujours délaisser les autres rule sets pour le rule set du moment. Ouais. Donc, souvent, on doit relire des règles auxquelles on a joué il y a un an ou deux, là, parce qu'on les Ouais. oublie. Mais je pense que John et moi, on est un peu touche à tout. On aime toujours ça. Aller toucher au prochain truc. Donc, ouais, non, c'est ça. Il y a What a Cowboy aussi auquel on a joué énormément, parce qu'on en faisait Oui. partie des playtests. Donc, puis, j'ai même joué à du Judge Dredd. J'ai pas vraiment je joue pas vraiment à des jeux trop futuristes, à part Space Hulk. OK. Euh, Space Hulk, je suis quand même assez fan. Ah, il y a une Je place me suis fait. spéciale dans ton cœur. Ouais, parce que c'est le même auteur que Blood Bowl, je pense, c'est Jervis Johnson. Ah oui, ça doit, oui. Euh, et ouais, je sais pas, ça a cette vibe de 90s là, qui m'accroche. Donc, puis je me suis fait tout un tas de corridors en 3D. Oh. Donc, c'est vraiment nice. Puis, Judge Dredd, j'aimais bien aussi un petit peu là. C'est un peu vieillot aussi, on va dire, puisque c'est plus Ouais. des comics qui datent. Donc, j'aime bien cette ambiance-là aussi. Mais ce qui est compliqué avec tout ça, c'est que ça te prend du terrain pour Oui. je ne sais combien de périodes et de Plus, jeux. Donc, plus tu d'où touches le à tout. stockage derrière moi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est Plus tu touches à tout, plus et tu touches large sur les périodes ou sur les styles, plus ça prend de la place. c'est ça, c'est ça le problème. Donc, ouais, voilà un petit peu le tour d'horizon de comment je m'en suis rendu là. Parfait. Es-tu du genre plus narratif ou compétitif dans ton jeu? Non, j'aime pas la compétition, Non? donc plus narratif. Je Narratif? reste compétitif dans le narratif, on va dire. Tu sais, personne n'aime perdre, évidemment. Mais non, c'est vrai que c'est un truc aussi que John m'a appris, je trouve, pas mal. OK. C'est que, tu sais, John, il va juste faire des choses parce que ça fait du sens des fois, ou parce que c'est ça que Mhm. la personne a fait. Donc, c'est sûr que sinon, dans des jeux comme Chain of Command, c'est très facile de te retrouver dans des situations où tu es en. Il n'y a aucune progression dans le jeu, là. Si tu veux vraiment jouer. C'est pour ça d'ailleurs que c'est pas un jeu compétitif, parce que tu Mhm. pourrais. Si tu attends toujours d'avoir un double tour, là, ça marche pas, quoi. Donc des fois, il faut prendre des risques. Et puis, ça fait partie du. Il y a toujours une pression dans la guerre, tu peux pas juste attendre. Oui, oui. Il y a
le temps est compté, il faut foncer des fois, donc c'est sûr que non, j'aime mieux le côté narratif quand même, ça c'est plus intéressant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on joue à Too Fat Lardis, puisqu'on ne peut pas jouer compétitivement à Too Fat Lardis Oui. avec des jeux Too Fat Lardis. Euh, Apparemment, il y a donc, les Australiens qui ont essayé de faire des tournois de Chain of Command, mais j'ai entendu, c'est comme une ouais, légende urbaine, là. c'est un peu compliqué là. Ouais. Ouais. Bon, ben, Tout ce qui fait. Ouais. tu mais tant qu'à parler de Too Fat Lardies, donc, comme je disais en introduction, John a dit que tu étais le représentant de Too Fat Lardies à Montréal. Tu n'avais pas l'air d'accord, mais pourquoi tu penses qu'il te Oh, non, présentait mais, comme ça? non, mais c'est parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, pendant très longtemps, j'ai échangé avec énormément de gens qui sont des lardies, comme Ouais. on appelle, donc des gens qui jouent principalement à des jeux de Too Fat Lardies. Et bah, c'est ça, je savais que je me sentais un peu, je faisais un peu partie de la famille Ouais. qui est très peu représentée au Canada. Donc, j'ai eu quelques interactions avec Richard Clark et puis ses acolytes au fur et à mesure des années. Là, j'ai un petit peu décroché les réseaux sociaux, mais bon, je dis pas que j'y retournerai pas, non, ça a été le fun. Puis, ben, tu sais, on a réussi justement à être playtester avec John sur certains jeux parce que, Oui. tu sais, on s'impliquait. Puis, donc Water Cowboy en particulier. Donc, j'ai proposé à John Savage, qui est l'éditeur des règles, tu sais, de l'aider. J'avais déjà tout le matériel Ah oui. pour le faire. Donc, nous, on a testé principalement avec John la campagne, le mode campagne. Euh, on a Mhm. trouvé tout un tas de problèmes au début, donc ce qui ont permis d'affiner un petit peu le jeu. Et puis, non, c'est ça. Bah, c'est poster beaucoup de contenu, surtout Fat Lardy, c'est spread the lard, comme ils disent, épandre le lard. Ah, j'aime ça. Est-ce J'ai, on peut dire les lardons au Québec? ouais, c'est ça. Donc, tu sais, j'ai été faire un peu de promotion des jeux dans des événements, genre, j'avais été à son Ontario, comment ça s'appelle? Ils vont me tuer. Euh, à Stratford, il y a une convention tous les ans, OK. organisée par James Manto et je ne me rappelle plus de son nom, mais en tout cas, ils sont deux organisateurs. Et donc, j'avais été présenter des jeux là-bas. Ensuite, j'avais été faire un tour aussi dans le Maine, dans le coin enfin, plutôt à mi-chemin entre ici et chez John. Puis, j'avais présenté un autre jeu de Walla Cowboy là-bas. Donc, tu sais, j'ai essayé d'un petit peu faire de la promotion du jeu, des jeux en général. C'est peut-être pour ça que John pense que je suis plus Oui. largué que lui, mais bon, c'est quand même lui qui m'a introduit Ben oui. principalement au jeu. Et puis après, c'est ça, l'implication, ça a été aussi, donc durant la pandémie, ça a été spécial parce que, évidemment, on ne pouvait pas se voir. Mhm. Donc, il y a eu beaucoup d'événements qui ont été organisés en ligne, ce qui peut paraître bizarre, Ouais. mais euh, il y a eu 7 événements qui s'appelaient Virtual Lard, OK. donc l'art virtuel, et qui permettaient aux gens de jouer à travers Discord ou Zoom. À l'époque, il y avait un peu de tout. Donc, la personne qui organisait le jeu avait au minimum une caméra, Oui. souvent plus, et s'occupait de finalement bouger que ce soit les avions, les bateaux, les squads de Marines et c'est ça, c'était vraiment intéressant. On s'est tous bien adaptés à ce concept euh, et toujours dans la bonne humeur et la joie. Euh, Ce qui, dans le contexte à l'époque, était important quand même. donc, ouais, ouais, ouais.
Donc je pense que le plus gros, ça a été en juin 2020, où on était à peu près 200. Ouh! Quand Ouais, même. si je me souviens bien. Ou 200 jeux organisés. Non, c'était pas 200 jeux. Non, ça pouvait pas être 200 jeux, donc c'était sûrement pas loin de 200 jeux. Euh, c'est ça, donc tu avais les Australiens qui commençaient tard pour eux. Moi, je me rappelle organiser un jeu à 4 heures du matin. Ouh! Ouch! Euh, Malheureusement pour moi, la veille, j'avais eu un dîner bien arrosé et j'avais eu un ami qui était resté jusqu'à 2 heures du matin. Ce qui fait qu'à 4 heures du matin, c'était avec la gueule de bois, euh, en train d'organiser un jeu pour du monde qui était en Angleterre. Il y en avait qui étaient à Seattle, d'autres qui étaient à genre Sydney. C'était vraiment super intéressant. Puis donc, je pense qu'il y avait 3 slots. Et à la fin, on se retrouvait tous sur Discord dans le pub. Donc, il y avait, je pense, le plus qu'il y a eu, c'est 6 ou 7 salles de pub où tu Wow. pouvais avoir jusqu'à 6-8 personnes dedans. Je ne me rappelle plus exactement. OK. Et donc là, ça buvait, et puis ça discutait. Et puis, donc, c'était une super bonne ambiance. Ouais, Les ça. Lardis organisent. Maintenant, il n'y en a plus, malheureusement, parce qu'évidemment, on est revenu en mode physique. Mais j'espère un jour aller dans un vrai Lardy Day, là, tu sais, où tu sais, tu joues toute la journée, puis tu sors au Curry le soir, hein, puis tu Est-ce que te saoules bien la gueule. est-ce qu'il y a des Lardy's Day seulement en Angleterre ou il y en a en Amérique du Nord aussi? Ils en font. Il y en a peut-être quelques-uns en aux US. Je pense qu'ils en font. Mais sinon, ouais, c'est principalement UK. Je sais qu'ils en font en Hollande, il me semble. Ouh. Euh, et est-ce qu'il y en aura ailleurs? Je pense qu'il y en a eu en Allemagne aussi, si je me rappelle bien. Euh, En tout cas, il y a une bonne communauté européenne assez forte. Ouais. Est-ce qu'on peut espérer un Lardy's Day à Montréal un jour? Bah, écoute, si l'intérêt est là, bon, moi je suis partant, hein. Manque juste la masse critique. Ouais, c'est ça. Bah, c'est sûr qu'après, c'est pas des événements qui sont gigantesques non plus, hein. En Angleterre, souvent ça se limite à une trentaine de personnes, peut-être quarantaine, je sais Ah, pas. ah, c'est Euh, jouable. ouais, ouais, c'est c'est ça. Éventuellement, j'irai faire un tour, je pense. Oui. Participer. Ben, je t'écoute en parler, puis John en parlait aussi. Ça a l'air d'être une communauté assez intéressante à côtoyer. Est-ce que c'est facile pour quelqu'un qui vient d'arriver de rentrer, puis par où on peut rentrer dans cette communauté-là? Ouais, non, c'est assez facile. Tu commences à. Donc maintenant, je pense qu'il y a deux gros. Bah, tu as déjà Facebook. OK. Oui. Mais si tu veux être plus dans le. Moi, je te dirais que Twitter ou Blue Sky sont les endroits où il y a un peu plus de. Comment dire? De discussion. Tu sais, ils sont assez cheeky, Ouais. les Anglais. Ils vont se niaiser un peu, tout ça. Donc, il y a aussi ce côté-là qui est drôle. Mais c'est ça, depuis l'acquisition de Twitter par Monsieur Musk, il y a Ouais. eu une certaine fission au niveau de la communauté. Il y en a une partie qui est partie sur Blue Sky parce qu'ils ne veulent plus rien savoir de Twitter. Donc, je pense qu'il y a eu peut-être une petite baisse de régime, malheureusement, à cause de ça. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit peu moins d'activité. Il y a le serveur Discord de Too Fat Lardies, mais je ne sais pas s'il est encore très actif. Ah, OK. Euh, il y avait le Discord de Virtual Lard qui était plus actif que euh, Fat Lardies. Je pense qu'il y a encore du monde dessus, euh, mais c'est sûr qu'il y a moins de mouvement qu'avant. Ouais. Mais sinon, ça va être Facebook, Twitter, Le forum. Blue Sky. Forum, il y avait un forum. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, je pense que Tout Fat Lardies
perdu toutes leurs forums. Oh, OK. En fait, ils ont perdu leur site web. Il y a eu un Ah il ouais. y a eu un major, F-up, parce que la personne avec qui il dealait apparemment ne faisait pas de backup. Ah! Ouch! Donc, il a fallu qu'il recrée tout son site de A à Z mais je sais pas, ils ont peut-être réussi à récupérer les forums originaux, avec une genre d'archive, peut-être, heu, tu sais, sur internet, des fois, tu as archive.org ou je sais plus, des archive Ouais. machines. Ils ont peut-être réussi à en récupérer une partie, ce qui est parce qu'il y a beaucoup d'informations quand même sur les jeux qui ont des questions posées, des trucs comme ça. J'avoue, généralement, c'était ça la meilleure source. Ouais. Hem, donc et les jeux plus anciens de Too Fat Lardy ont tendance quand même à être un petit peu, des fois, durs à, interpréter sur certaines règles. Donc elles ont été clarifiées au fur et à mesure des années, par la communauté et les auteurs. Mais souvent ces réponses-là étaient dans le forum. J'ai pas regardé récemment si le forum est encore actif, mais à mon avis, il doit l'être. Ils doivent l'avoir remis. Il me semble que Hem, John pose encore des questions sur le forum récemment. ouais, c'est ça. John est un grand utilisateur du forum, donc non, il est encore là, il est encore là. Ouais, ouais. Donc ça, c'est un bon endroit là pour, aller chercher l'info. Heu, ouais, j'imagine que je sais pas s'ils ont récupéré tous les trucs parce que je vois qu'il y a pas tant que ça de posts Hmm. ouais, il y en a beaucoup moins qu'avant à mon avis. Donc OK. ils ont peut-être pas réussi à tout récupérer. Mais ouais, c'est ça. Mais après, c'est sûr que Too Fat Lardies aussi pendant un moment faisait beaucoup de production vidéo de, tu sais, ils t'apprenaient à jouer à Chain of Command ou OK. à Wanna Cowboy, des trucs comme ça. C'est un petit peu ralenti tout ce qui est, introduction au jeu, tout ça, mais je pense que c'était quelque chose qui était vraiment, intéressant. Ils ont un podcast, c'est assez irrégulier dans ses sorties, mais je pense que c'est à peu près une fois par mois. Et puis, ils ont aussi à la fin de l'année, ils font toujours des le calendrier de l'avent, en podcast. Donc, tu Ah! as 25 jours de chaque jour, c'est un des 3 parce que tu as Rich, tu as, merde, comment il s'appelle? Oh, ils sont 3 là, Ouais. Nick, et tu as un troisième qui s'appelle, Sydney, OK. qui, généralement est le MC dans le podcast, là. C'est lui qui drive le podcast. Donc Ah, ils c'est font bon. tous les 3 ça, en gros, ils prennent des questions de la communauté, puis ils répondent, avec une petite musique de Noël dans le background. Donc, et à la fin de chaque année aussi, ils produisent l'Art Magazine qui Oui. contient des tonnes de contenu additionnel pour tous les jeux. Donc c'est surtout des scénarios. Des fois, il y a des addendums, des règles. Je pense qu'il y a des trucs genre des fois comme, Chain of Command, mais Star Wars style ou, tu sais des trucs un peu farfelus, des fois c'est des scénarios, des fois c'est des campagnes, des fois c'est ça. Donc, tous ces, toutes ces magazines-là sont disponibles sur leur site, souvent pas très chers, hein, quelques livres sterling. Et, mais c'est ça, Moi, c'est sympa. Tu sais, toute la communauté est impliquée. Et puis, je me suis procuré euh, celui de l'an dernier, justement. Puis je l'avais trouvé très intéressant parce que James Morris, l'auteur de Midgard, avait un article là-dedans où il expliquait son approche pour les événements narratifs. Je trouvais ça super intéressant. mhm. Ouais, c'est sûr qu'ils sont bien entourés là. Il y a du monde qui sait produire du bon contenu. Donc, voilà, donc non, c'est ça, c'est pas mal ça à propos des lardis. Je ne sais pas ce que je pourrais rajouter là-dessus. Heu, mais Ça nous fait un beau tour d'horizon, en tout cas. ouais, Ben, tant qu'à parler de James Morris, parlons oui, Midgard. T'as un des plus récents jeux de Too Fat Lardies qui est sorti en février, je crois. heu, Janvier-février? bonne Ou plus question, tôt? comme je sais plus.
Il n'y a pas longtemps. Ah, il y a pas longtemps. Très belle production. Alors, c'est produit sous, pas Too Fat Lard, mais Rise with Press, hein, Oui. mais qui est la compagnie sœur de Too Fat Lardy. Euh, mais c'est une production vraiment, honnêtement, exceptionnelle. Le contenu est vraiment magnifique, là. Oui. C'est très beau. Euh, donc, c'est vraiment, c'est bizarre comme, donc ça traite d'historique et de fantaisie. Est-ce que c'est le Donc, premier de Rise of Express, Too Fat Lardies, qui touche à autre chose que l'historique? je pense que ouais, il n'y a jamais vraiment eu de truc fantaisiste, il me semble. Donc, mais bon, ça reste que tu peux le jouer comme historique. Et c'est du low fantasy, on va dire, là. Ok. Ouais. Bon, en même temps, tu fais ce que tu veux parce que les règles sont très très souples. Ok. C'est plus un, comment dire, c'est un template pour créer ce que tu veux finalement. Dans le sens que tu peux aussi bien jouer avec des orques et des gobelins qu'avec. Ça peut être style Tolkien, ça peut être style Game Workshop, ça peut être ce que tu veux finalement. Wow. Euh, donc, je pense que, bon, évidemment, ce qui m'a attiré principalement, c'était le côté historique. Hmm. Donc, tu peux jouer vraiment de tout du moment que tu touches pas tu sais, à l'âge de la poule, là, je pense. Ouais. Ça s'arrête à peu près là. Bon, il y a un concept de missile, mais pas sûr que ça marcherait très très bien. C'est important quand même. Il y a une importance qui est fondamentale de la charge dans ce jeu-là. Ok. Donc, tu pourrais pas juste avoir des guns, là, ça marcherait pas. Mais donc, ce qui est un peu intéressant, c'est que ça vient empiéter un petit peu sur un autre jeu des Too Fat Lardies. Parce que, Oh. euh, bah, en fait, un ou plusieurs jeux, tu pourrais même dire. Donc, il y a un jeu qui s'appelle Infamy dans Too Fat Lardies qui est basé sur l'époque romaine impériale Ouais. et que tu peux très bien jouer avec Midgard, finalement. Euh, donc avec les mêmes figurines, tout. Il y a un autre jeu qui s'appelle Dux Britanniarum, qui est plus, lui, à la période arthurienne, tout ça. Ok. Mais encore une fois, tu peux très bien jouer à Midgard. Mais je pense que ce que Midgard amène, c'est plus un, un côté un côté plus jeu compétitif, finalement. Ah. Parce Ok. que tu te fais des listes avec des points. Donc, tu vas pouvoir créer un petit peu ce que tu veux, du moment que ça tombe dans certaines catégories. Tu as le concept de guerrier plus ou moins lourd, tu as le concept de skirmishers, tu as le concept de cavalerie légère, tu as le concept de monstrosities, il l'appelle en anglais, donc monstrosité. Ok. Donc là, tu Ouais. peux avoir des géants à la Warhammer, tu peux même avoir des dragons, j'imagine, Ouh. avec les règles. Donc, et donc, tu te crées ta liste avec tes points. Il y a deux règles d'avoir une certaine balance parce que l'important dans Midgard, c'était héros. C'est Ok. ça a une importance cruciale pour gagner le jeu. Pour gagner une partie, c'est l'utilisation des héros. Et donc, typiquement, ta force va avoir entre 3 et 4 héros. Ok. Et chaque héros va être en charge d'un contingent qui va être formé de une ou plusieurs troupes. Donc, et ces héros-là ont différents niveaux. Donc, tu as le Major Hero, Legendary Hero, Minor Hero, Champion, etc. Et c'est un petit peu, ça va leur donner plus ou moins d'influence sur le champ de bataille, ça va leur donner plus ou moins de
pouvoirs additionnels pour contrôler leurs troupes ou influencer le jeu. Et donc le jeu, à partir de la force que tu as créée, tu vas avoir un certain nombre de points de réputation. OK. Et ces points de réputation, tu vas en gagner et tu vas en perdre tout au long de la partie. Oh! Et c'est ça. Et la partie se termine quand tu n'as plus de points de réputation. Donc tu as été battu. Donc les concepts Fait que c'est qui affectent ces c'est pas la destruction, c'est pas la perte de morale, c'est vraiment la réputation. pas forcément. OK. C'est pas forcément ça, c'est, hem, évidemment, quand tu perds des troupes, tu vas perdre de la réputation, ça c'est sûr. Ouais. Donc, c'est un peu, tu vas pas, compter comme dans, par exemple, Chain of Command, tu vas pas compter chaque figurine, tu vas pas, te rendre là. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une troupe de 8 guerriers, par exemple, va avoir un stamina de, je sais pas, 4 et on va traquer ça avec un dé généralement ou avec des jetons et Mhm. puis, quand tu subis, certains dégâts, tu vas perdre, finalement, en stamina. Donc, pour ça, ça implique que, tu battu l'armure de l'autre, par plus de X, il y a quelques calculs qui sont assez simples à faire, là. Le jeu est assez fluide quand même. Une fois que tu as perdu la moitié de ta stamina, voilà, tu as des malus, tu as moins de dés d'attaque, et cetera. Ça ressemble un petit peu à Saga dans un certain OK. sens, tu sais? Hem, donc ce qui va affecter la réputation, c'est ça, c'est la perte de troupes, mais c'est aussi toutes les actions qui vont être entreprises par tes héros. Donc, par exemple, tu vas gagner des points de réputation si tu es le premier héros à faire une charge dans la guerre. Oh, OK. Heu, Tu vas gagner des points de réputation si tu, es un héros qui, défie un héros de niveau plus élevé que toi, par exemple. La première charge, de la game aussi te donne des points, et cetera. Il y a tout un tas d'événements comme ça qui vont te permettre de gagner, des points de réputation et donc Midgard, c'est ça, c'est beaucoup basé sur les héros. Tu peux défier un héros au corps à corps. Si l'autre refuse, il va perdre de la réputation Ouais. parce que c'est comme un cowboy. Souvent, au début de la game, tu peux avoir des événements comme quoi les 2 leaders se retrouvent au milieu de la table pour s'affronter avant que la game Wow. commence. Heu, hem, Ouais, c'est ça, tu as plein de trucs comme ça. Après le jeu en tant que tel, il se joue, assez, I go, you go. OK. Hem, mais, en fait, on va calquer les phases, c'est-à-dire que tu vas avoir la phase de mouvement en premier, l'autre fait sa phase de mouvement. Ensuite, c'est la phase des charges, il me semble, et cetera. Donc on alterne comme ça et à chaque début de tour, on désigne qui a l'initiative, évidemment. En général, celui qui a l'initiative joue en deuxième. Il y a OK. certains avantages, Fait que tu pourrais avoir un double et tour. tu peux pas avoir de double tour. Non, Oh, non, OK. ouais, non, pas vraiment parce que tu sais, le mouvement se fait on fait d'abord tous les mouvements, ensuite on fait d'abord la résolution, Ah. après la résolution, après les charges. Donc c'est juste que celui qui est le premier dans chaque phase peut changer de tour à tour. Ça change un peu la Mais dynamique, mais c'est pas comme si tu faisais toutes tes phases d'un coup, hein. non, c'est ça. Ça te permet un peu de réaction quand même. Puis, c'est ça, donc chaque héros aussi a ce qu'on appelle des mighty deeds qui vont permettre, par exemple, de, réussir un jet de morale, que tu as manqué ou, essayer de bouger plus loin avec une unité, booster une attaque, booster des tirs, hem, c'est ça, beaucoup de petits modificateurs comme ça. Pour les. Tu parles de héros, tu dis que Midgard est beaucoup basé sur les héros. Une question qui me vient, c'est il y a des jeux où le héros il sert à donner des ordres, donc tu le gardes en arrière. Mais là je t'entends dire que tu veux faire des duels, tu veux faire des Mighty Deeds. Euh, il y a d'autres jeux où ton héros
c'est l'équivalent de la moitié de l'armée adverse. Fait que quand tu l'envoies se battre, il écrase tout. Est-ce que la variation de Ouais. puissance entre ton héros et tes troupes de base est énorme, est proche? Non, c'est un peu, je trouve qu'à ce niveau-là, c'est un peu, à la Saga, tu sais? Ok. Il est pas trop puissant, tu sais? Et puis mais en général, tu vas essayer de le protéger quand même, Mhm. parce que, il peut, il y a un peu le concept aussi que si tu trop si par exemple, la tu peux l'attacher à une unité ou tu peux le laisser seul. Ok. Si si tu le laisses seul, il y a plus de chances qu'il meure évidemment, si tu l'attaches à une unité et que l'unité prend des dégâts, ça se peut qu'il il prenne des dégâts aussi. Tu sais, c'est un peu, le même concept de Chain of Command. Tu roules un dé, si tu as roulé un ou 2, c'est le héros qui prend les hits. Donc tu as encore ce concept-là, donc tu veux en général essayer de les protéger, mais pas trop, parce que si tu l'envoies au combat, tu peux récupérer beaucoup de la réputation. Ouais. Donc il y a certains avantages. Mais c'est ça, ça fait mal quand tu perds tes héros, au niveau de ta réputation aussi. Donc faire attention, faut les gérer, donc ouais, Est-ce que c'est tu vraiment as eu, ça. Donc est-ce que tu as pu jouer plusieurs parties jusqu'à maintenant? j'en ai joué peut-être 3 avec John. On a c'est des jeux qui sont assez rapides bizarrement. Ah, Alors je ne ok. sais pas si c'est, parce que j'étais super chanceux la dernière fois, mais je pense qu'on avait fini assez rapidement. Puis, c'est ça, c'est que je me rappelle avoir énormément de bonus, et puis John, lui, il avait pas réussi à avoir aucun bonus pour les actions entreprises par les héros, des trucs comme ça. Et plus j'avais eu pas mal de chance dans la destruction de ces unités, donc il me semble que ça a été une game assez rapide. Mais on joue aussi peut-être avec une force moyenne, enfin, de base, là, au niveau du nombre de points. Je pense que pour commencer, tu joues avec des forces de 300 points. Donc, Ah oui. ça représente peut-être une dizaine d'unités, puis trois 4 héros. Euh, Une dizaine d'unités d'environ et combien de figurines? bah, à peu près 8 par socle. Tu sais, en fait, ça n'a pas d'importance combien d'unités il y a sur le socle parce que tu joues par une base représente une unité. C'est un Ah, peu à ok. la Kings of War, là, tu sais. Oui, oui, oui. Donc, il n'y a pas un nombre précis de figurines à avoir. Les skirmishers vont avoir moins de figurines pour évidemment qu'on représente leur aspect mobile. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai juste fait des plateaux avec tu sais, des slots pour pouvoir mettre Oui. mes figurines existantes pour tout rebaser. Et, mais ouais, c'est ça. Mais je vois que tu sais, les plus grosses batailles, ça va être 400 points. Puis donc là, il y a c'est un peu compliqué de construire une force. Il y a beaucoup de calculs. Donc, j'en suis venu à créer un outil pour ça. Oui! Euh, et cet outil te permet vraiment c'est ça, d'ajouter un certain nombre de héros. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les héros, ils ont tu peux leur donner des genres en français, des skills, Des habilités des habilités spéciales, ou des disons. compétences, Donc, ouais. ouais, des compétences. Donc, puis ça ajoute des points, etc., etc., etc. Puis tu as des limitations sur combien tu peux avoir. Il y a certaines habilités que tu peux juste avoir sur un héros, etc. Donc, vu la complexité de ça, je me suis dit, je vais faire un petit outil pour simplifier la vie des gens qui veulent jouer, euh, que j'ai proposé à l'auteur, et puis qui m'a dit que c'était correct, et qui Ouh! était bien content. Donc, c'est ça. J'ai eu un peu de feedback. Ça a l'air que ça marche bien. Là, je sais qu'il m'a recontacté parce qu'il prépare un supplément pour le jeu. Donc, Oh! il aimerait ça euh, ajouter certaines choses. Donc, Fait que tu vas avoir des je scoops. vais. Ouais, il m'a contacté déjà il y a un mois ou deux. Il m'a pas recontacté depuis. J'espère que j'ai pas manqué des emails de sa part. Mais euh, des fois, je peux être assez. Je suis pas le meilleur communicateur, dirons-nous. Euh,
Pour répondre à un courriel, parce que là, dans l'entrevue, ça se passe très bien. Oui, non, c'est ça. Pour les courriels, des fois, ça tombe dans les cracks, là, puis faut me redemander une deuxième fois. Mais il me semble que j'ai rien manqué, mais c'est ça, je prépare un petit supplément, donc je vais m'amuser à modifier ça. Il y a aussi certaines choses que j'ai modifiées qu'il faut que je publie. Hem, c'est un petit peu compliqué des fois de supporter, les différents formats de feuilles, des trucs comme ça quand tu Hmm, imprimes parce qu'eux, ils ont du A4, nous on a du ben oui. letter. Donc, il y a des petits ajustements, hein. Puis j'ai essayé d'être le plus fidèle au niveau visuel par rapport au livre, tu sais, ça Ah oui, quand tu donc imprimes ça, tu as l'impression que c'est une page de livre, là. tu fais du Donc, codage et le graphisme, c'est ça? ouais, c'est Wow. ça. Bah, j'ai essayé de récupérer, j'ai essayé de récupérer certaines choses du livre, parce qu'il y a un PDF aussi, donc Mhm. ils ont un genre de cadre sur toute leur force, donc j'ai essayé de le reproduire, sur le web, ce qui est pas Ok. toujours facile, mais, Là, je pense que sur le balado, je crois que tu es le premier invité qu'on a qui a déjà construit un force builder comme ça, quelque chose pour faire des fiches. Comment on fait? Comment tu fais? Tu pars de quoi? bah, en fait, c'est super simple parce que super simple. C'est parce que les règles finalement c'était, c'était spécifications, donc tu as juste à les suivre. Mais après, techniquement parlant, c'est sûr que quand tu en fais, c'est ça, moi ça fait 25 ans que plus de 25 ans que je fais de l'informatique, donc Ah oui. et je fais beaucoup de choses, visuelles, aussi. Donc, j'aime bien me plonger là-dedans, mais en gros, ce que je commence à faire, c'est quand tu regardes ça, tu essaies d'identifier, OK, quelles sont les entités avec lesquelles je travaille, tu sais? Quels sont j'ai mes héros, j'ai mes unités, j'ai mes forces, j'ai mes habiletés. Puis là, tu vas créer des modèles, pour toutes ces choses-là. OK. Heu, tu vas tu vas les combiner entre eux, tu vas créer une interface par-dessus, puis, après tu as comme, des règles, hein, qui te permettent tu sais, de forcer certaines choses, comme des ratios de points, des choses comme ça, des limites de d'habileté Puis ta, et puis ta base pour construire ça, est-ce que c'est Excel? Est-ce que c'est du code pur? Comment? non, c'est des c'est des, ce qu'on appelle des web frameworks, là, donc moi je OK. travaille avec un truc qui s'appelle Vue.js parce que c'est ça qu'on utilise à la job, mais, en gros, c'est des, comment t'expliquer? C'est des outils qui te permettent de créer des applications web, en gros. OK. Ils vont te donner une fondation, puis tu pars de ça, puis tu construis par-dessus, si tu veux. Hem, Puis après, là, c'est sûr que pour cet outil-là, je me suis pas amusé à créer, une base de données centralisée quelque part sur le cloud parce que ça me tentait pas, là, puis que c'est souvent là que ça commence à être plus chiant à réaliser. Mais, c'est, totalement faisable, au besoin. D'ailleurs, l'outil sur lequel je travaille en ce moment, lui, va avoir sa propre base de données, pour gérer toutes les événements, tout ça. Wow. Mais, il y a énormément de services maintenant qui rendent toutes ces tâches-là beaucoup plus simples, dans tu juste c'est presque du plug and play, donc, il y a plus vraiment de contraintes, de gestion de serveurs et tout ça, là. C'est très, très Est-ce- beaucoup plus simple qu'avant. Là, dans le fond, tu dis que Donc, pour le builder, tu n'as pas mis les informations sur un serveur, mais il faut qu'à un endroit, il y ait les informations. C'est quoi un alors, héros? C'est quoi les habiletés? C'est quoi le. OK, tout ça finalement c'est baked in dans le OK. produit là, c'est dans le site. Mais après toi quand tu sauves tes forces, elles sont juste sauvées dans ton browser ou ton furteur. OK, ouais. Heu, donc dans chaque browser a la capacité de sauver des données dans un petit espace, de disque si tu veux, OK. qui est vraiment, juste accessible par le site dont l'origine est dans ce cas-là le truc de Midgard. Et je les sauve là-dedans. Ce qui fait que, par exemple, malheureusement, si tu utilises un autre browser sur une autre machine, tu ne pourras pas accéder à tes forces. Par contre, j'ai Ah.
donner de la fonctionnalité à l'utilisateur pour pouvoir exporter ça, puis le réimporter dans sur un autre browser. Fait que ça va exporter Mais un fichier, puis l'autre browser est capable de lire le c'est ça, fichier. exact. Si jamais tu dois transférer des choses ou tu as besoin de partager euh, quelque chose. Mais sinon, bah, tu peux toujours exporter ça tu l'imprimes, tu l'exportes en PDF, ça marche aussi. Euh, mais ouais, j'ai gardé ça assez simple parce que ça me tentait pas trop de me compliquer la vie, mais j'ai fait pas mal d'outils beaucoup plus compliqués que lui, euh, Ben toujours oui. Tu, dans tu, le domaine du wargaming. On parlait de Midgard, mais là, tantôt, avant l'épisode, on a parlé un peu, tu es un créateur d'outils, c'est ton travail dans la vie. Tu as fait d'autres outils. Quel genre d'outils tu as créé pour le Wargame, autre que des Force Builder? Alors, durant la pandémie, on a eu quelques problèmes avec deux amis, on voulait jouer à certains jeux et il y a des jeux où tu as besoin d'un paquet de cartes et que tu partages avec l'autre personne. Je pense à Musket and Tomahawks Oui. ou Musket et Tomahawk. Où en gros, bah, c'est ça, on tire des cartes du même paquet. Ça fait un moment que j'ai pas joué, mais il me semble qu'on a Oui. toujours 3 cartes en main ou 4 cartes en main, puis on doit toutes les utiliser avant de piocher les 4 autres. Puis il y a un concept que le tour se finisse, tu pioches 3 je pense que c'est l'horloge ou quelque chose comme Oui, ça. oui, 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 oui. La partie se finit ou quelque chose. Donc bah ça c'est plus compliqué à gérer quand tu peux pas montrer. Si jamais il y en a un qui a un paquet, super compliqué, il faudrait que tu mettes ça devant une webcam sans regarder. Donc, j'ai créé un outil à l'époque qui nous permettait de connecter nos deux browsers, donc ils se parlent. Et puis, la logique du jeu, bon, il y en a un qui est host et l'autre qui se joint à la game dans le browser. Et ça nous permet de tirer des cartes dans le même paquet et de les dévoiler au fur et à mesure du jeu. Donc ça, c'est... Je sais pas si tu as déjà entendu parler de la peer-to-peer. Est-ce que ça te dit quelque chose? C'est le concept de... Je sais pas si tu te rappelles BitTorrent. Oui, oui, oui. Tout ça. Bon, ben, le concept de BitTorrent, c'est du peer-to-peer. C'est les machines se parlent directement entre elles. Donc, OK. c'est ce même concept-là. Tu ouvres une connexion entre deux browsers, puis là, ils se parlent. Donc, ça permet d'avoir quelque chose de live euh, entre nous deux. Donc, j'ai utilisé ce concept-là pour créer ce truc pour partager le deck. Je l'avais fait pour un autre jeu, mais je me rappelle plus lequel. Euh, ouais, je pense que ça a été pas mal, disons, peut-être le plus compliqué que j'ai fait. Ah oui? Après, j'ai fait d'autres outils pour, genre, il y a un jeu qui s'appelle Backdown, qui est du combat aérien. Je fais un outil pour générer ton squad OK. pour une game. Donc, tu choisis ton nom de pilote, niveau du pilote, c'est ta vétéran, Sprog, Intermediate, Ace. Donc, puis après, tu choisis l'avion. Puis ça, en gros, ça permet d'imprimer une page avec toutes tes stats, là. Oh. Donc, ça simplifie un peu la game. J'ai fait un outil pour le même jeu qui est basé sur un supplément qui est la campagne de la bataille d'Angleterre aérienne là, en 1940. 40-41, je pense. Ouais, ouais, ouais. Et où on gère tout, finalement, tu choisis ton aéroport de départ et puis le type d'avion. Et après, on va gérer toute la campagne avec les pilotes. Donc les pilotes vont s'améliorer au fur et à mesure des sorties qu'ils vont faire. Il y en a qui vont mourir, d'autres qui vont être capturés, il va y avoir des nouvelles recrues. Et l'outil qui est basé sur le livre, en fait, c'est vraiment juste le livre transcrit en outil, permet de générer c'est quoi la prochaine game qu'on joue. OK. Donc ça peut être 2 squadrons anglais versus 4 squadrons allemands, ou ça peut être... il y a tout un tas de combinaisons qui, au fur et à mesure de la guerre, varient. Parce que dans le fond, ce jeu-là, c'est pas le classique, entre guillemets, où tu fais ta liste.
l'autre, ton adversaire face à 10, puis les deux listes se rendent compte, c'est chaque combat aérien a une composante d'aléatoire sur combien il y a d'avions, c'est ça? C'est ça. Ah, Et je sais plus s'il y a il y a différentes missions aussi, il me semble. Donc OK. ça fait un moment Reconnaissance, bombardement. ouais, c'est ça, je pense que c'est ça. Il y a, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait cette campagne, je me rappelle plus, mais heu, c'est ça et ça permettait aussi de simuler les sorties qu'on voulait pas faire parce que c'était trop OK. tu sais, ça faisait pas de sens de le jouer ou ça avait peu d'intérêt donc là, on simulait jusqu'à ce qu'on tombe sur un truc qui avait de l'allure et on le jouait, quoi. Donc on a joué à ça pas mal, longtemps avec John. Après j'ai fait quelques outils pour Chain of Command, pour gérer la phase de patrouille, plus facilement donc ça permet de en gros, on prend soit la carte qui vient avec le scénario, soit une photo de la table, vue du ciel, Ouais. on la met dans l'outil et là on peut, gérer notre phase de patrouille avec toutes les contraintes qui font partie du jeu. C'est-à-dire que tu peux pas être à plus de 12 pouces d'un de tes propres jetons. Tu dois garder une chaîne. Tu peux pas être, dès que tu arrives à 12 pouces d'un jeton ennemi, tu lock. Et Ça- ensuite, tu peux plus juste bouger ceux qui sont libres. la phase de patrouille de Chain of Command, c'est un des aspects du jeu que je trouve le plus fascinant. C'est vraiment intéressant. C'est Ouais, très difficile à expliquer à l'oral parce que c'est très visuel. Mais dans le fond, vraiment, c'est tu places des jetons de ton armée. Comme tu dis, il y a des limitations. Puis à la fin de ce petit jeu, petit pré-jeu-là, ça te donne ta zone de déploiement. Mais ce qui est fascinant avec ça, c'est que tu n'auras jamais exactement la même zone de déploiement. Tu vas vraiment non, c'est avoir ça. vraiment le sentiment, le feeling en anglais d'avoir fait tes patrouilles, puis d'après ça, c'est ton point d'entrée sur la table, ça a été défini par ce que les patrouilles ont trouvé. C'est fascinant. C'est la Ça représente le moment où les 2 forces rentrent en contact Oui. finalement, c'est ça et après donc, une fois que tu as bougé tous tes marqueurs de patrouille, là, tu peux placer tes points où tes troupes arrivent et donc là, il y a encore d'autres contraintes qui font que tu dois prendre ton point de patrouille et les 2 points ennemis les plus proches, tracer des lignes et là, tu peux te déployer au minimum à 6 pouces derrière donc tout ça est inclus dans l'outil qui permet de gérer un peu plus, facilement cette phase. Hem Spécialement parce que nous, on a joué beaucoup la jungle pacifique aussi, Hmm. où tu as énormément en gros, c'est la table derrière moi remplie de jungle. Ah ouais. Essayer de bouger des jetons là-dedans, c'est compliqué. On parlera pas des troupes, c'est encore plus compliqué. Ça doit, oui. Mais ouais, heu, ouais, donc c'est ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait des petits outils pour, Une famille qui est le jeu dont tu as parlé un peu tantôt, qui est Ouais. de qui permet de générer des cartes. Il y a tout un tas il y a quelques règles en place qui, dépendamment du lieu de la bataille, il va y avoir plus ou moins de forêts, marais et cetera. Donc là, tu peux juste faire random, puis paf, ça te sort une map au lieu de des par cadran sur la table. Oui. Heu, Beaucoup d'outils pour Water Cowboy, pour gérer ton posse, et leur progression, générer des noms de cowboys, random, générer une réputation aussi, parce que Ouh. ce qui est intéressant, c'est que le, le livre, playtest avait une page additionnelle qui permettait de générer la réputation OK. par exemple, de certains caractères. Parce que dans le jeu, à partir du moment où tu es une légende ou un gunslinger, tu as une réputation. Et il y avait beaucoup de trucs un peu, comment dire? Oh! C'est, raunchy en Ah, OK, anglais. oui. Je pense qu'ils l'ont coupé parce qu'ils avaient peur que mais j'ai retranscrit tout ça dans un C'était petit pas outil qui permet de public général. ouais, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de termes intéressants, qui sont inclus là-dedans comme, en tout cas, reliés à
au Far West, mais c'est du slang du Far West, là. C'est Ouais. vraiment drôle, mais bon, malheureusement, ça l'a pas fait pour pour la, la version finale. Euh, Sinon, mais plus tôt, tu nous parlais du Virtual Lord pendant la pandémie. Tu as fait un outil pour ça aussi? ouais, c'est ça. Donc, il y avait un outil pour gérer les inscriptions au jeu. Donc en gros, on annonçait aux gens à minuit tel jour ou à telle heure, à 20 heures tel jour, les entrées sont ouvertes. On postait un lien vers une forme Google qui me servait de base de données, entre guillemets. OK. Donc là, les gens rentraient leur choix, dépendamment vous avez plusieurs choix par slot. Et l'outil derrière, il prenait tout ça. Alors, on disait pas aux gens, OK, t'as tel jeu garanti tout de suite. Ce qu'on faisait, c'est que on voulait maximiser le nombre de joueurs. Donc, on se permettait d'attendre un petit moment avant de laisser les gens savoir quel jeu ils avaient. Parce que dans certains cas, un deuxième choix pour une personne permet, si on bougeait une personne de son premier choix vers son deuxième choix, ça permettait à une autre personne de jouer, euh, Hmm. qui n'aurait Ouais. pas joué autrement. Et il y avait tout un petit algorithme là-dedans qu'on tweakait pour justement permettre au maximum de gens de jouer. On avait un genre de tableau de bord. Ça nous montrait le taux de remplissage de chaque jeu, quels jeux étaient les plus populaires, combien de slots on avait disponibles encore, c'était quoi notre niveau de remplissage. Et ça a permis à l'organisateur de pouvoir avoir une vie un peu plus normale pendant les jours qui précédaient l'événement. Oui. Et on n'a jamais eu de problème, donc c'est ça. Je m'apprête à faire quelque chose de similaire pour le club, pour OK. organiser les événements. Mais je vais le faire assez large pour que ce soit utilisable par n'importe quel club de wargaming. Oh. Euh, et comme ça, si il y a des tournois de 40K ou Il pourrait des l'utiliser aussi. trucs comme ça pourrait aussi marcher. Vraiment, ça va être très, très flexible. Donc, c'est ça. Et puis, mon dernier truc qui est un peu plus hobby, on va dire, c'est une petite gestion de peinture parce que Ouh. j'ai une obsession un peu pour la peinture, comme beaucoup d'entre nous. Donc, c'est et c'est un outil qui te permet de marquer quelle peinture tu as dans différentes collections de peinture. Je sais qu'il y a déjà des outils qui existent comme ça, mais moi, je me suis fait, ça fait quand même pas mal d'années que je l'ai fait, cet outil-là. OK. Et je voulais un outil qui me permette de faire certaines choses. Comme, donc, une fois que tu as rentré tout ce que tu as comme peinture, bah, l'outil va si tu cherches une peinture que tu n'as pas, il va te donner la peinture la plus proche que tu as dans ta collection, par exemple. Ah, c'est bon En ça. fait, il va te donner jusqu'à, je pense, j'en affiche 5, les peintures les plus proches. C'est pas, des fois, les codes de couleurs sont pas exacts. Il faut les trouver des manufacturiers, tout ça. C'est pas forcément super précis. C'est Donc, c'est pas je tous les montais. c'est pas tous les manufacturiers, je pense, qui les donnent. Non, ils les donnent pas. Puis après, en plus, les couleurs varient des fois de batch en batch. Donc, bonne chance. Et en gros, l'outil aussi, ce qu'il va te dire, c'est il va te faire des recommandations d'achat par rapport à ta collection en te trouvant les plus gros gaps de couleurs que tu as. Donc, chaque peinture a un score par rapport un delta par rapport à toutes les autres peintures de ta collection. Donc, je OK. calcule ce delta-là. Je trouve le plus petit delta entre deux peintures. Puis après, je compare tous ces deltas minimum, si tu veux. Puis Wow. je vais te dire, OK, ben, ton plus gros gap, c'est entre ton bleu turquoise et ton vert citron, disons. Puis là, ben, je vais te dire, OK, faut que tu achètes le vert, je sais pas, le bleu ultramarin, whatever. Faut que tu achètes cette couleur si tu veux pouvoir minimiser ton manque de, de peinture dans ce spectre de couleurs-là. Donc, je reçois des fois, de temps en temps, des messages de personnes qui l'utilisent. Je le publicise. C'est pas forcément, c'est un truc que j'ai posté il y a
bien des années sur Twitter, mais je sais qu'il y a des gens qui m'envoient des messages de temps en temps encore par rapport à ça, qui me demandent d'ajouter des gammes de couleurs, trucs comme ça. Le plus compliqué pour moi, c'est si tu m'arrives avec tous les codes de couleurs, j'ai aucun problème. Là, je le rajoute très Ouais. facilement, mais s'il faut que je me tape toute la collection, c'est un peu plus compliqué, là. Ça a explosé Euh, les collections de peinture récemment mais aussi. ouais, c'est ça, ça n'a plus de sens non plus. Avant, tu avais, les comptais presque sur les doigts de la main, mais maintenant, Mhm. c'est compliqué. L'outil te permet aussi de sauver tes recettes. Donc, tu sais, base code de, tu sais, genre, je sais pas moi, le pantalon de US Army, je sais pas quoi. Ouais. Ben, tu vas dire, OK, base color, paf. Après, tu peux faire des mélanges aussi dans la recette. Donc, tu peux dire, OK, premier highlight, ça va être 50% de ça, 50% de ça, Ouh. etc. Donc, tu peux en ajouter plein comme ça. Ça me permet, je l'écrivais sur un bouquin au début, mais me suis dit, à chaque fois, tu perds tes trucs. Ouais. Donc, j'ai tout là-dedans, comme ça, quand j'ai besoin de revenir en arrière, je peux les retrouver. Puis, c'est ça, il y a aussi un petit mode rigolo où tu peux, tu demandes, donne-moi 5 couleurs, 5 peintures au hasard OK. pour faire un genre de challenge. Je vais essayer de peindre une figurine juste avec 5 couleurs. Là, tu Wow! randomises. Puis, et voilà, ça peut être rigolo si vraiment tu Est-ce que c'est un outil t'es qui pas est. inspiré peut-être par un color scheme ou des fois, tu sais, des trucs qui n'ont pas l'air de bien aller ensemble peuvent finir par marcher. Donc, je sais qu'il y a un gars là qui s'appelle tu sais, Goober Town Hobbies. Il me semble Oui! qu'il fait un similaire. Là. Il prend une figurine au hasard, il prend une couleur au hasard, mais lui, je pense qu'il se limite à la couleur primaire. Peut-être, je me rappelle plus. Euh, OK. mais ouais, Est-ce même un petit est-ce peu le concept similaire. que c'est un outil qui est disponible pour le commun des mortels ou. Il est disponible pour le commun des mortels. Oh! Ouais. Donc, je t'enverrai tous les liens si tu veux les ajouter. Ben oui, puis on Mais les je vais pas en mettra aller. en description de l'épisode, on les mettra ces liens-là. C'est bon, ça. Donc, encore ça, le truc de peinture, tout est sauvé dans ton browser. Donc, mais il y a encore le concept. Ah, attends, moi je me trompe. Non, c'est pas vrai parce que j'avais fait un truc. Quand tu te login avec ton. Je pense que si tu as un compte Google et que tu te login, il me semble que ça sauve tout. Donc, Ah! vérifier, mais je pense que je l'avais fait parce que ça commence à m'énerver. C'est pas parfait, mais bon, Oui, ça, je pense que ça marche encore. c'est bon. Ouais, Ben ouais, écoute, avant de voilà. terminer, je pense que j'irai avec une dernière question. Là, on sait que ton travail, c'est ça, le développement. Tu as fait plusieurs outils pour les jeux. Penses-tu que l'avenir des wargames passe par des applications cellulaires, par des applications web, ou on va encore toujours avoir nos bons vieux livres de règles à côté? Moi, je pense que je suis quand même un fervent amateur des livres de règles. Moi, je pense que les outils doivent juste supplémenter et non pas remplacer. OK. Moi, quand je vois des jeux où tu as besoin d'un téléphone pour jouer, je trouve que c'est problématique parce que tu sais jamais quand est-ce que ça va être. C'est des choses qu'il faut maintenir, c'est des choses qui vont disparaître éventuellement. Mhm. Puis après, ben, si c'est plus là, tu peux plus jouer à ton jeu. Donc, mais ouais, sur une autre note, en ce moment, c'est la folie de l'intelligence artificielle. Donc, Oui. ça aussi, c'est quelque chose qui change beaucoup. J'ai commencé à l'utiliser fortement pour consulter les règles en lui fournissant un PDF et en lui posant des questions. Je conseille aux gens d'essayer, c'est formidable. Surtout quand ça fait longtemps que tu n'as pas joué à un jeu. Et là, tu as juste à lui demander. Quand on fait ça, est-ce que lui partage les règles qu'on lui a partagées ou ça reste dans notre compte? C'est une très bonne question, mais tu peux créer des discussions privées où OK. aucune information n'est sauvée. Euh, toutes tous les gros euh, OpenAI le supporte, Gemini aussi. Donc tout ça, je pense, est correct. Après, création de contenu, c'est formidable aussi. Mhm. Je l'ai essayé sur plusieurs choses comme c'est ça, j'ai créé une campagne de chain of command.
En plus, si tu lui donnes les règles en même temps, il va te créer tout un tas de scénarios qui vont être représentés correctement par les Ouais. tu sais, les différentes possibilités de scénarios du jeu. Là, plus récemment, j'ai fait un truc pour Back the Hunt, donc combat aérien. Donc, je lui ai demandé de me créer un scénario historique dans le Pacifique avec tel type d'avion que j'avais dans mon inventaire. Puis il m'a sorti un joli scénario de bombardement de navires japonais dans le coin des îles Solomon. Wow. Donc, c'est ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment puissant. Ben oui. Euh, Et je me c'est souviens sûr que c'est... que tu en avais déjà parlé justement de la campagne que tu avais demandé à. Fait que récemment, on joue beaucoup à l'âge de la chevalerie pour Saga. Je me suis dit, ah, ça Mhm. serait le fun d'avoir un. Dans le même esprit que James Morris parlait, d'avoir un événement ou une mini-campagne dans un moment précis de la guerre de 100 ans. Fait que je lui ai demandé, Ouais. peux-tu me suggérer quelque chose qui ferait des possibilités de scénario pour faire une mini-campagne sur la chevauchée d'Henri V jusqu'à Azincourt. Puis il a accès à Wikipédia, il a accès à d'autres sources historiques, et qui a été capable de me donner des scénarios qui étaient ancrés dans l'histoire, qui avaient une saveur historique, puis avec des suggestions de petites règles. Fait que c'est effectivement fascinant ce qu'on peut faire avec ça. Puis dans un monde où il y a beaucoup d'entre nous qui ont un travail, qui ont des enfants, puis qu'on a envie de jouer narratif, qui ça nous demande souvent, à moins que la compagnie fasse un supplément narratif, là, sinon ça nous demande beaucoup de travail en plus. Ouais, C'est pas du puis les luxe. choses sont quand même plausibles, donc Oui. généralement quand tu joues de style. Donc c'est sûr que tous ces modèles d'intelligence artificielle ont déjà ingéré le contenu qui existe. Euh, En fait, c'est ça leur problème, ils n'ont pas assez de contenu Ah. à ingérer. Mais Wow. tout a été ingéré dans tout ce qui a été écrit et public. Donc, ils ont toute l'information nécessaire pour de l'historique, c'est Ben oui. comme parfait, quoi, je veux dire. Mais Bon, après, ça arrive qu'ils hallucinent, hein, mais oui. on peut toujours Je vérifier. pense à Gallica. Moi, quand j'étudiais en histoire, ce qui était fascinant, c'est que la Bibliothèque nationale de France a créé gallica.fr où il donne beaucoup de documentation puis de sources historiques qui ont été numérisées. Fait que si l'intelligence artificielle a scanné le contenu de Gallica, il y a des cartes historiques, il y a des ouvrages historiques, puis des fois des ouvrages qui datent de longtemps. Fait que ça peut être fascinant. Puis ça comprend très bien tout ce qui est visuel dans les livres de règles aussi, parce que tu vois, quand j'ai généré le scénario de Biden, même si l'outil avec lequel je parlais ne pouvait pas générer d'image, il me faisait tu sais, une map en format ASCII, là, avec des OK? caractères ASCII, puis tu sais, des flèches allant vers le bas, les avions tu sais, japonais rentrent là, les avions anglais là, les bateaux sont là, tout ça avec des caractères ASCII, là, donc ça comprend Wow. comment générer le contenu, même si c'est pas capable de générer une image dans certains cas. Mais après, en tout cas, on est dans l'enfance de tout ça. Je sais pas. Nous, dans notre industrie, on commence à avoir peur pour pour notre boulot, Ah justement. ouais? On s'en vient là, là. On s'en vient Ouais. là. Ben, Ouais. si Ouais, ça ouais. permet d'émanciper les gens du travail, mais qu'on peut vivre après, tant mieux. Si ça Ouais, émancipe les gens du malheureusement, je pense travail, mais que ça nous met sur la paille, c'est pas bien. ça va plus être ça. Ouais. Entre les robots et l'IA, là, on est cuit. Oui. On va être des néoludites, je pense. C'est ça qui va se passer. Ouais. Bon, ben, écoute, merci beaucoup, Pierre-Yves. Très généreux de ta part d'avoir partagé tout ça avec nous. Je trouve ça super intéressant. Tu nous as parlé de ton parcours, de ce que tu as fait, de ton expérience avec Midgard, un nouveau jeu de Too Fat Lardy, qui serait très intéressant à découvrir. Et finalement, créateur d'outils et toutes les possibilités qu'on peut faire avec les outils. Donc, ben, je te remercie d'avoir participé à cet épisode avec moi. Ça fait un plaisir. Sur ce, ben écoutez, j'espère, chère communauté de Soirée Peinture, que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à aller commenter. Ben, en fait, vous pouvez nous trouver sur Spotify, Balado Québec pour les fichiers audio. On est maintenant sur YouTube où vous allez pouvoir
pouvoir nous voir pendant l'entrevue, gesticuler et avoir des émotions. On a un Linktree qui vous amène à tous nos possibles liens. On a la page Facebook du balado, on a le groupe Facebook du balado, on a maintenant un Discord du balado pour vous joindre à notre communauté. Sinon, bon, ben, Pierre-Yves fait aussi partie des fondateurs du club de jeux de figurines historique de Montréal qui a aussi son propre Discord. Et on a aussi un groupe Facebook, une page Facebook. Donc, n'hésitez pas à aller les voir parce que, comme Pierre-Yves l'a mentionné, il y a un événement qui s'en vient le 7 juin. Donc, plusieurs parties seront proposées, puis on aura peut-être un aperçu du nouvel outil que Pierre-Yves nous prépare. Voilà. Puis on a un petit concours sur YouTube. Si vous allez commenter en nous donnant la couleur de peinture, bon, qu'est-ce qu'on pourrait prendre cette fois-ci? Ben écoutez, je vais y aller avec le chandail de Pierre-Yves. Donnez-moi la couleur de peinture Citadelle ou Valero, ou peu importe la compagnie, qui, selon vous, représenterait bien le chandail de Pierre-Yves. Fait que je pense qu'on est rendu au mot de la fin. Pierre-Yves, as-tu un mot de la fin? Bah écoutez, ne lâchez pas, hein, continuez à jouer, et puis on espère vous voir le 7 juin et vous voir aussi à la BIS. N'hésitez pas à venir nous voir. Il y a beaucoup de soirées organisées. Donc, Super. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Puis à la communauté, je souhaite bonne soirée peinture!